bienvenue à tous. Je voulais vous préciser que l'étude principale a été développée dans un contexte de très forte demande de la main-d'œuvre dans le secteur minier au début des années 2010-2011. Et maintenant, et comme encore maintenant au Québec, des projections réalisées qui sont réalisées par le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines, on dit que plus de 15 000 postes sont encore à pourvoir entre 2017 et 2021. Déjà, dès 2009, le CSMO Mines signalait qu'il n'y avait pas suffisamment de travailleurs expérimentés pour combler ces besoins. Alors là, vous comprenez les défis liés à l'embauche et à l'intégration de ces nouveaux travailleurs que devait relever l'industrie au moment du démarrage de cette étude. À ces défis, évidemment, il faut ajouter que les mines font partie d'un secteur qui affiche un des plus hauts taux de fréquence gravité en équivalent temps complet chez les employés manuels. Or, on sait aussi que des études ont montré qu'au cours des premiers mois d'un emploi, un travailleur est beaucoup plus à risque de subir une lésion professionnelle avec perte de temps indemnisée qu'un travailleur expérimenté. Donc, vous comprenez pourquoi le secteur minier avait donc une préoccupation concernant aux conditions favorisant l'accueil et l'intégration des nouveaux travailleurs. Il faut aussi savoir que le secteur minier est un secteur d'activité économique qui est cyclique. Alors, et son développement est fortement influencé par le cours des métaux sur le marché et les marchés mondiaux. Alors, cette étude a effectivement été amorcée dans une période de croissance du secteur minier, puis qui se caractérisait évidemment notamment par une demande encore plus forte au niveau de l'embauche de main-d'œuvre. Alors, la demande qui a initié ce projet provient de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier. L'ASP souhaitait que soient documentées les conditions qui favorisaient une intégration sécuritaire au métier des nouveaux mineurs. Alors, notre équipe a répondu à cette demande en proposant d'élaborer une étude terrain et nous avons élaboré le contenu de ce projet de recherche-là avec les principaux partenaires patronaux et syndicaux du secteur minier au Québec. Ces partenaires ont accepté de faire partie d'un comité de suivi. Et grâce à eux, on a pu effectivement recruter des sites miniers qui ont participé à l'étude. Et pendant la durée de cette étude, qui a duré à peu près 4 à 5 ans, on a périodiquement transféré et présenté des résultats préliminaires de l'étude, à la fois dans les entreprises minières participantes et auprès des membres du comité de suivi. Alors, je vais prendre maintenant quelques instants pour vous présenter un peu la première étude. C'est une étude qui a été réalisée en collaboration avec des chercheurs de l'UQAM et de l'Université Laval et qui a bénéficié d'un cofinancement de l'IRSST, mais aussi du Comité sectoriel de main-d'œuvre du secteur des mines, de même que la Commission des partenaires du marché du travail. Alors, les objectifs de cette étude étaient d'étudier les conditions donc d'intégration des nouveaux travailleurs, d'écrire aussi les principales difficultés rencontrées par les nouveaux travailleurs, leurs superviseurs et leurs collègues plus expérimentés dans cette intégration-là, et tenter de dégager aussi avec les partenaires sociaux des pistes d'amélioration pour favoriser cette intégration sécuritaire au métier. Alors, l'étude a été réalisée dans 5 sites miniers, 3 mines souterraines et 2 mines à ciel ouvert. Nous avons au départ documenté les conditions d'intégration des nouveaux travailleurs dans les entreprises à partir d'entretiens avec une foule d'acteurs clés. On était concentré essentiellement pour comprendre quels étaient les processus de recrutement qui étaient mis en place, comment les dispositifs d'accueil et d'intégration avaient évolué dans le temps, quelle était la place de la santé-sécurité à l'intérieur de ces dispositifs et comment se répartissait le rôle des acteurs dans l'accompagnement de ce processus d'accueil et d'intégration. Par la suite, pour chacun des sites, on a pu identifier des postes d'entrée qui étaient considérés comme stratégiques par l'entreprise, qui présentaient des enjeux en termes d'intégration. Et sur ces postes-là, l'équipe donc a réalisé des observations de l'activité de travail sur ces postes et a réalisé également des observations de situations de compagnonnage qui se passaient au moment de la formation à la tâche directement sur le terrain. Alors, grosso modo, c'est plus de 115 entretiens semi-dirigés d'une durée d'1 heure à peu près qui ont été réalisés, regroupant des cadres, des représentants des travailleurs et des mineurs ou des opérateurs miniers qui ont accepté de participer à l'étude. Et on a cumulé également 29 jours d'observation de situation de travail. Donc, vous voyez qu'au niveau des postes d'entrée, on s'est intéressé aux postes de préposés au service, aux postes de mineurs d'entretien, les postes de camionneurs. Et les entreprises nous ont suggéré aussi de mener des analyses auprès de postes plus spécialisés. Donc, ce sont des postes qui ne sont pas donnés aux nouveaux travailleurs, mais
qui nécessitent quand même une intégration et de la formation, soit le poste d'opérateur de chargeur, de boulonneur. Et on a eu aussi la chance d'accompagner et d'observer donc la tournée de supervision des superviseurs dans une mine souterraine. À partir de tout ça, on a pu effectivement, au départ, mettre en évidence quelles étaient les attentes qui étaient formulées quant à l'intégration des nouveaux travailleurs. Alors, le mot qu'on a entendu le plus souvent dans les mines participantes, c'est le mot « débrouillard ». Alors, comme le dit si bien ce superviseur, un nouveau, c'est quelqu'un de débrouillard, d'assez autonome pour prendre des initiatives. C'est toujours un plus pour un individu. On ne peut pas toujours être là aussi avec notre tournée de gars qu'on fait dans le chiffre. On ne peut pas toujours être là en tant que superviseur pour voir à donner un coup de main. Donc, la débrouillardise est une valeur très importante recherchée auprès des nouveaux travailleurs qui sont intégrés. Mais évidemment, plus largement, qu'est-ce qu'on ressort des entrevues? C'est qu'on s'attend généralement que ce travailleur soit capable de fonctionner au sein d'une équipe de travail, qui va pouvoir analyser des situations, des problèmes, pouvoir les résoudre en fonction de ce qu'il peut résoudre et prendre aussi toute une foule de décisions pour pouvoir faire en sorte d'atteindre les objectifs de production et de qualité. Et un souci important est formulé sur le fait qu'il puisse travailler en assurant sa propre sécurité et surtout la sécurité des autres. Et à plus long terme, on s'attend aussi que ça devienne lui-même un acteur clé et qui puisse contribuer en fait au développement de la culture de santé-sécurité sur le terrain. Alors, on se rend bien compte que les enjeux et les attentes liées à l'intégration, c'est beaucoup plus large que simplement s'assurer que les travailleurs connaissent ou apprennent des mesures sécuritaires de travail au moment où on les embauche dans l'entreprise. Alors, l'étude nous a permis d'identifier une foule de facteurs qui va influencer ce processus d'accueil et d'intégration. Il faut savoir que, en fait, l'intégration au métier va se jouer particulièrement dans les situations de travail, directement sur le terrain, et ce, au travers des interactions avec les personnes qui sont au cœur de la transmission des savoirs, de métier et de prudence. Et ça, plusieurs acteurs vont influencer le processus d'intégration à travers les interactions mutuelles qui vont se faire avec le nouveau travailleur. Donc, on a pu identifier des conditions qui pouvaient influencer ce processus au niveau même des caractéristiques du collectif de travail en fonction de la qualité d'accueil au sein du collectif que le nouveau travailleur pouvait avoir. On a également aussi pu identifier des conditions qui concernent la manière dont l'organisation de la production se fait au sein d'un département ou d'un service. D'autres conditions qui sont plutôt liées à la manière dont s'organise l'embauche, l'accueil et la formation des travailleurs dans l'ensemble de l'entreprise. Et enfin, certaines conditions qui sont même propres au secteur d'activité économique, qui est un secteur très cyclique. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est effectivement les défis qu'a dû relever l'un des sites miniers participants quant à la prévision de ces embauches dans un contexte de croissance, donc au moment où on est rentré. Cette entreprise avait donc, au début 2010, un objectif de pouvoir embaucher 38 nouveaux travailleurs dans l'ensemble de la mine. 3 mois plus tard, ils étaient déjà rendus 51 nouveaux à s'intégrer dans le site. Les prévisions 2011 visaient 10 à 12 personnes. Ce chiffre a été révisé à 40 et finalement, au budget prévisionnel de 2011, c'est bien 60 nouveaux travailleurs qu'on souhaitait embaucher sur une très courte période dans cette mine. En quoi ça peut avoir des effets sur le processus d'accueil et d'intégration? Alors, il faut savoir qu'on a pu observer dans cette mine-là un effet de cascade. Quand on rentre un nouveau travailleur sur un poste d'entrée, ça implique que les travailleurs qui occupaient ce poste-là vont migrer vers d'autres postes de travail. Alors, cet effet en cascade fait en sorte que plusieurs travailleurs vont se déplacer d'un poste à l'autre. Et vous comprendrez bien qu'une embauche va donc impliquer la formation de plusieurs travailleurs. Alors, dans des périodes d'embauche massives comme ça, vous voyez un peu la pression qui est portée auprès des formateurs internes. On a pu voir que dans certains cas,
par manque de disponibilité de ces formateurs-là, on écourtait les formations théoriques et techniques qui devaient être initiées avant l'arrivée sur les postes de travail. On a pu également constater que dans certains cas, la formation à la tâche sur les postes, bien, elle se faisait par des travailleurs qui n'avaient que quelques semaines de plus d'ancienneté ou d'expérience que les nouveaux qu'on venait d'embaucher. Donc, c'était des situations qui fragilisaient effectivement des dispositifs d'accueil et d'intégration qui avaient été montés avec des objectifs qui étaient très bien montés, mais compte tenu de cette pression, avaient de la difficulté à se mettre en œuvre dans un contexte d'embauche massive de ce type-ci. On va maintenant vous présenter l'exemple de l'intégration sur un poste d'entrée, puis je vais laisser la parole à Sylvie pour le faire. Alors, je vais vous présenter un exemple. C'est un poste d'entrée dans une mine souterraine qui est le poste de préposé au service. Alors, le préposé au service a comme responsabilité d'assurer la continuité de l'approvisionnement matériel pour les travailleurs, les mineurs qui font le développement des tunnels dans les mines souterraines. Et particulièrement pour les boulonneurs qui vont utiliser une très grande quantité de matériel, des boulons, des grillages. Pour pouvoir faire son travail, le préposé va utiliser un camion à flèche. Il va aller chercher du matériel dans un entrepôt principal qui va aller après ça porter dans des entrepôts, des plus petits dépôts de matériel à différents niveaux de la mine, à proximité des équipes de mineurs, ce qui fait que notre boulonneur va pouvoir aller s'approvisionner à proximité de son lieu de travail. Ce travail de manutention de matériel va exiger beaucoup de déplacements dans les tunnels, sur la rampe, où vont aussi tous les autres véhicules miniers. Donc, il y a beaucoup de trafic. Il se trouve presque continuellement dans ce trafic. Il a aussi une panoplie de tâches qui peut être appelée à faire. Ça peut aller d'inventaire d'entrepôts, tout comme changer des entrepôts de place ou bien manutentionner toutes sortes d'objets parfois rares, qui sont très volumineux ou qui sont lourds. Dans notre exemple, on est dans un contexte où il y a une pénurie de main-d'œuvre expérimentée, mais aussi de travailleurs qui ont été formés pour le travail minier. Alors, c'est la mine qui va prendre en charge la formation. On a un nouveau travailleur qui va rentrer d'abord à titre d'employé d'une agence de location de personnel, puis la mine pourra choisir de l'engager directement comme un employé régulier au bout d'un certain temps s'il satisfait aux attentes. Alors, dans la mine dont il est question, il y a un processus d'intégration qui est formalisé, structuré, qui contient 5 étapes. On va retrouver à peu près le même type de dispositif d'intégration dans d'autres mines. Par contre, parfois, certaines étapes sont moins développées. Donc, à la première étape, qui est l'accueil, le nouveau préposé va apprendre à connaître l'entreprise et le personnel, mais c'est aussi une étape où on va lui donner énormément d'informations sur des procédures ou des règles sécuritaires avant de lui permettre d'accéder à la mine. Et de ce qu'on dit de cette étape-là, c'est qu'il y a vraiment une surcharge d'informations. Il y a des cadres qui s'interrogent sur ce que le nouveau travailleur retient à l'issue de cette étape-là. L'étape suivante, c'est la familiarisation, qui est une étape plus ou moins formelle où le nouveau travailleur accompagne un superviseur ou un autre travailleur dans ses déplacements à travers la mine. Alors, il va pouvoir connaître les lieux, connaître les opérations, connaître les gens. Et cette étape-là est un atout, dans le fond, pour apprendre à se reconnaître, à se donner des repères pour circuler dans la mine, parce que ça peut être facilement perdant. Donc, quand on entreprend la formation à la tâche, bien, on a déjà un atout. Ensuite, le travailleur va recevoir des formations théoriques et techniques qui sont assez courtes et qui visent à donner des lignes directrices pour utiliser le matériel ou les équipements de façon sécuritaire. Donc, notre préposé va avoir une formation manutention et grillage. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que vu la non-disponibilité du formateur, cette formation-là, qui normalement devrait être donnée avant la formation à la tâche, a été donnée plus tardivement dans le processus d'intégration. Ensuite, c'est la formation à la tâche. C'est donc l'apprentissage du travail dans les conditions quotidiennes d'opération des mines. Et c'est un travailleur expérimenté qu'on appelle le compagnon qui va être chargé de montrer graduellement le travail au nouveau travailleur. Alors, notre nouveau travailleur va commencer par observer comment le compagnon s'y prend. Il va graduellement utiliser la flèche, mais sans utiliser de charge. Il va manutentionner des charges, etc. Et le compagnon doit s'assurer qu'au courant de cette formation-là, il a couvert des points spécifiques. La mine consacre à peu près 100 heures à cette formation-là.
Les points spécifiques, je vais revenir là-dessus, c'est centré sur l'utilisation sécuritaire de la flèche, l'inspection du camion, mais aussi la manutention du matériel couramment utilisé dans la mine. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans cette mine-là, il y a reconnaissance du statut du compagnon, c'est-à-dire que le travailleur qui forme l'autre est reconnu pour son expérience, pour sa capacité aussi à transmettre son savoir aux nouveaux travailleurs, ce qui n'est pas le cas dans d'autres mines où on a pu voir que des fois, le matin même, le travailleur se faisait demander de former l'autre et qui avait peu d'expérience pour le faire, était très peu guidé pour pouvoir faire ce travail. Donc, dans notre exemple, on a pu voir aussi qu'il y avait interruption de la formation par moment en raison de pénurie de personnel. Le compagnon était requis ailleurs pour faire un autre travail. Aussi que des situations peu fréquentes n'avaient pas été couvertes ou peu souvent couvertes et que certaines situations plus délicates étaient assumées par le compagnon, ce qui laisse évidemment moins la chance aux nouveaux travailleurs de s'exercer. Dans d'autres mines, on a vu que la question de vouloir répondre aux attentes de production, qui est liée aussi avec le type de rémunération, faisait en sorte que le compagnon pouvait prendre en charge certaines parties du travail. Finalement, quand le travailleur a terminé sa formation à la tâche et qu'il est réputé apte, il va commencer à travailler à son poste de façon autonome, seul. Il va se retrouver dans un nouveau contexte. Donc, il n'est plus sur la même équipe, il n'a plus le même superviseur, le compagnon est sur un autre quart de travail. Il va être confronté quotidiennement à des nouvelles situations de travail. Il vit un stress et puis il veut faire ses preuves aussi, il veut démontrer qu'il est capable. Il va pouvoir compter sur le suivi puis l'aide de son superviseur, mais aussi de ses collègues. Par ailleurs, bien, ils sont répartis à travers la mine. Des fois, ils ne sont pas facilement accessibles ou rejoignables. Ça prend à peu près 3 mois pour être à l'aise à ce poste, mais les travailleurs, ils restent 6 mois, 1 an maximum, ce qui montre aussi la difficulté d'avoir des travailleurs qui sont expérimentés, qui ont vu beaucoup de situations de travail pour former les nouveaux travailleurs. Voici ce que nous dit un préposé sur les défis qu'il rencontre quotidiennement dans son travail. On dit toujours avant de descendre sous terre, « Je vais faire ça, ça et ça ». Mais quand on arrive sous terre, c'est toujours différent, toujours, toujours. Souvent, il arrive une situation où tu te demandes, « Comment je vais faire ça ?» Bien, en effet, quand le travailleur arrive au début de son quart, son superviseur va lui confier une liste de tâches et des priorités à faire. Parfois, il va lui confier aussi des tâches supplémentaires si jamais le temps permet. Et là, notre travailleur va descendre sous terre à une heure précise. Il faut qu'il soit de retour aussi à une heure précise. Il va aller chercher son camion qui est stationné sous terre et en principe, il ne devrait jamais avoir de matériel sur le camion qui a été stationné. Mais, oups, ce matin-là, il y a du matériel sur le camion, donc notre préposé ne pourra pas faire les priorités qui ont été demandées. Il va falloir qu'il décide comment il peut aller porter ce matériel-là de façon efficace avant de reprendre le cours de ce qui lui a été demandé de faire. Donc, il fait son travail demandé, mais en cours de route, il peut avoir des appels de son superviseur pour des besoins particuliers, des priorités, mais aussi il y a les boulonneurs qui peuvent faire appel à eux parce qu'il leur manque juste quelques boulons ou quelques grillages et ils veulent avoir une livraison directement à leur place de travail pour pouvoir terminer leur ouvrage. Alors, c'est sûr que tout ce volet de planification-là, ça demande que notre préposé en tête l'ensemble des besoins, qui ait une idée de comment prioriser, quoi prioriser. Quand il va livrer sur la place de travail des boulonneurs, c'est compliqué, c'est un réseau de tunnels où ils peuvent se perdre, donc il faut qu'il y ait aussi un estimé du temps que ça peut leur prendre, parce qu'il faut qu'ils terminent à une heure précise. Donc, on voit qu'il y a une certaine complexité là-dedans. L'autre chose, c'est qu'on a parlé d'objets de formes différentes. Ça aussi, ça pose problème quand on ne rencontre pas ces situations fréquemment. Il peut y avoir, par exemple, manutention d'un gros pneu de chargeuse navette sur la rampe, là où le toit est vraiment très bas. Donc, on ne pourra pas utiliser la flèche de façon optimale. Il va falloir se débrouiller pour trouver une stratégie pour pouvoir faire notre manutention. Alors, ce qu'on peut retenir de cet exemple-là, c'est que la formation a tendance à se centrer sur les aspects techniques du travail, mais que dans le fond, il y a aussi beaucoup de planification, de priorisation qui est au cœur de ce travail et qui va poser des défis aux nouveaux travailleurs. L'autre chose, c'est que c'est un travail qui est plus complexe qu'il ne semble. Il y a vraiment toute une diversité de manutention à faire et il faut déployer de l'analyse, de la résolution de problèmes et on nous parle aussi d'essais-erreurs pour pouvoir faire face à cette diversité. Ce qui conclut l'exemple,
Notre projet de recherche a porté aussi, comme le disait Élise, sur la contribution d'acteurs importants d'intégration. Malheureusement, on n'a pas le temps de vous en parler dans le cadre de cette présentation-là, mais les résultats sont évidemment disponibles dans notre rapport de recherche. Mais c'est aussi une partie importante du document de valorisation qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors, en conclusion de cette première étude, on a pu voir que les mines déployaient beaucoup de ressources pour pouvoir intégrer les nouveaux travailleurs. Et ça, dans un contexte qui présente vraiment plusieurs défis, mais qu'il y a des conditions qui peuvent favoriser cette intégration-là. D'abord, la présence d'un dispositif d'intégration qui est bien structuré, mais aussi qui est organisé de façon à soutenir l'apprentissage. Ensuite, la prise en compte de la complexité et de la variabilité dans les tâches. Aussi, comme la formation des nouveaux travailleurs, ça représente une activité qui est vraiment courante dans le quotidien des mines, bien, il faut que la planification de la production en tienne compte. Donc, un nouveau travailleur devrait non seulement avoir la chance de s'exercer dans un milieu sécuritaire hors production, mais aussi à l'intérieur de la production pour s'exercer à une diversité d'activités de travail, tout en considérant aussi des attentes de production réalistes. Finalement, la formation au métier puis le soutien à l'intégration, c'est assumé par différents acteurs, comme on le disait. Ils ont des rôles complémentaires et ces acteurs devraient pouvoir bénéficier d'un statut reconnu, avoir des formations pour les aider à jouer leur rôle, avoir aussi des lignes directrices pour les guider et finalement des moyens pour s'acquitter de leurs responsabilités, par exemple les véhicules en nombre suffisant, le temps, mais aussi avoir ne pas être pénalisés pour le rôle qu'ils ont à jouer. Alors, ce qui conclut pour cette première étude. Alors, je repasse la parole à Élise. La deuxième étude, en fait, c'est une étude que, en fait, c'est l'équipe de recherche qui a proposé cette étude-là à la PSM et au comité de suivi. Après qu'on ait fait le constat, en fait, que dans les entretiens qu'on avait réalisés dans l'étude principale, bien, on avait beaucoup de témoignages qui portaient sur les défis de la prise en charge de la santé et sécurité par différents acteurs clés du processus d'intégration. Puis, on se disait, c'est peut-être intéressant de pouvoir tirer profit de ces données-là qui ont été déjà recueillies afin d'acquérir une meilleure compréhension du rôle des surintendants, des superviseurs et des représentants des travailleurs qui exercent un rôle actif en matière de santé et sécurité, de tirer de ces entretiens des éléments du contexte qui peuvent agir comme levier ou comme obstacle dans l'exercice de ces rôles et d'amorcer avec le secteur une réflexion sur ce qui pourrait contribuer à soutenir l'exercice de ces rôles. Alors, au fin de cette deuxième étude, seuls les entretiens réalisés dans les 3 mines souterraines ont été considérés pour que ça soit plus uniforme, je vous dirais, parce que les réalités de mines souterraines, mines à ciel ouvert sont un peu différentes. On a donc considéré 57 entretiens. Un certain nombre d'entretiens avaient été réalisés directement auprès d'acteurs pour lesquels on voulait étudier le rôle et leurs responsabilités, donc des surintendants, des opérations et en SST, des superviseurs, des représentants des travailleurs. Mais il nous est apparu aussi intéressant d'analyser quelques résultats de d'autres acteurs qui avaient un point de vue et qui nous ont dit beaucoup de choses sur quelles étaient les attentes qu'ils avaient vis-à-vis des surintendants, des superviseurs et des représentants de la prévention quant à la prise en charge de la santé et sécurité du travail. Je veux tout de suite préciser les limites de cette étude. D'une part, c'est effectivement une étude exploratoire. D'autre part, je vous rappelle que les questions qui ont guidé les entretiens n'étaient pas au départ formulées pour approfondir le rôle et la responsabilité de ces acteurs-là. Donc, évidemment, il y a des trous dans le portrait qu'on a pu en dégager, mais on voulait voir, on trouvait quand même qu'il y avait suffisamment de richesse dans ce matériel pour pouvoir au moins proposer une étude exploratoire. Il faut aussi savoir que les entretiens, le nombre de personnes rencontrées qui occupaient un poste de représentant des travailleurs était assez réduit. Donc, il faut faire attention sur ce qu'on dit par rapport à ce groupe-là. Donc, le portrait que je vous présente là, c'est vraiment un portrait lié à l'étude exploratoire, évidemment qu'on ne peut pas généraliser à l'ensemble du secteur. Alors, on a choisi au niveau des résultats de vous parler un peu des superviseurs et des représentants de la prévention, mais laissez-moi quand même vous rappeler quelques éléments là, du contexte liés au moment de l'étude. Donc, dans les sites où on a mené l'étude, il y avait de nombreux changements structurels qui amenaient beaucoup de mobilité d'acteurs, particulièrement chez les cadres, et des réajustements au niveau un peu des messages ou de la culture de santé-sécurité qui devaient se déployer là, dans les sites.
Certains aussi de ces mines devaient conduire des projets importants d'agrandissement et de développement, ce dans un contexte de pénurie de superviseurs expérimentés, dans un contexte aussi où le nombre de travailleurs était en croissance, et c'était aussi une période où l'industrie a dû faire face à des accidents graves au Québec. Que peut-on sortir un peu du rôle des responsabilités des superviseurs? Alors, je vous dirais que tous, évidemment, s'entendent, comme les traits de la littérature d'ailleurs, pour identifier le superviseur comme étant un acteur clé pour faire vivre la prévention directement sur le terrain. Et c'est aussi un acteur pour lequel on a des attentes importantes en concernant l'encadrement et le soutien des nouveaux travailleurs. Par contre, comme le dit si bien un surintendant, le superviseur, c'est celui qui va être dans le trouble tout le temps. Donc, on voit déjà qu'il y a une reconnaissance du défi qu'il y a associé à ce type de poste-là. La deuxième verbatim qu'on a retenue, c'est nous permet de nous présenter un peu les défis que doivent relever des mineurs qui ont été promus au poste de superviseur. On a, dans plusieurs cas, ces situations. Alors, ce superviseur nous dit, quand je minais, j'étais fatigué, mais c'était une fatigue physique. Contremaître, c'est un moment donné, c'est mental. Ce matin, je m'ennuie de ma petite job de mineur que j'avais. Je prenais ma petite carte et c'est beau, salut. Ce matin, il y avait des changements, c'est différent. Il faut s'adapter. Il y a le fait que ça fait 4 jours qu'on se lève avant 4 heures du matin. Des fois, tu as la mèche plus courte un peu. Alors, évidemment, l'analyse des entretiens nous ont permis d'illustrer dans le rapport de recherche vraiment le cumul des responsabilités qui incombent aux superviseurs et les nombreuses tâches avec lesquelles ils doivent composer, comme le fait de devoir planifier le travail de son équipe en fonction des objectifs de production. Comme ils nous le disent souvent, il faut que les travailleurs livrent. Ils ont une foule d'aléas de production à régler tout en faisant cette planification-là. Ils ont à vérifier des procédures et des méthodes et s'assurer qu'elles sont faites de façon sécuritaire en s'appuyant sur la formule de supervision. Ils ont un travail administratif considérable à faire, compilation de données de production, compilation de temps de travail qui sont directement essentiels pour la production de la paye, en fait, des travailleurs. Ils ont à répondre à plusieurs questions des travailleurs. Ils sont responsables de la santé et sécurité sur le terrain, de transmettre aussi la culture de la compagnie sur le terrain. Ils vont choisir, tenter de faire des observations ciblées pour essayer de faire un peu la supervision sur certains postes. Ils ont organisé des réunions en santé et sécurité, ils participent aux inspections, aux enquêtes d'accidents. Ils sont évidemment le lien important entre les cadres qui sont à la surface de la mine et les travailleurs sur le terrain. On va essayer de vous illustrer encore par un petit exemple comment effectivement ces différentes tâches-là s'articulent les unes par rapport aux autres. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont faire de façon séquentielle. Alors, par exemple, le matin, à son arrivée, le superviseur va avoir à planifier le travail de son équipe. Il doit préparer ce qu'on appelle les cartes de travail. Et sur ces cartes, bien, ça permet de dire à chacun des travailleurs où se rendre exactement dans la mine, avec quel équipement et quelle tâche on s'attend qu'ils fassent. Alors, cette planification-là, plusieurs superviseurs vont rentrer 1 heure ou 2 avant le début du quart de travail de leur équipe pour pouvoir avoir le temps de réaliser ce type de planification. Par contre, il arrive régulièrement qu'à leur arrivée, ils ont à s'occuper prioritairement d'un problème technique. Donc, dans ce cas-ci, c'était une chargeuse navette qui avait des problèmes qu'on devait régler parce qu'on risquait de ralentir la production si elle ne se rendait pas à bon port rapidement. Donc, évidemment, la prise en charge de ce problème-là a entraîné effectivement des retards un peu dans la préparation des cartes de travail, donc de l'organisation de son équipe, qui, eux, devaient évidemment descendre dans les minutes qui suivent dans la mine. Vous savez que c'est coordonné beaucoup par l'horaire de la cage d'ascenseur qui permet de descendre, donc une contrainte de temps temporel pour réussir à organiser le travail de tous, tout en gérant ces aléas au niveau des équipements. Ceci fait en sorte que, dans plusieurs cas, les superviseurs vont donc réussir à descendre dans la mine beaucoup plus tard que ce qu'ils prévoient. On sait que dans certains sites aussi, on a comme objectif que les superviseurs puissent visiter 2 fois, en fait, les travailleurs au cours de leur quart de travail pour s'assurer que le travail est accompli selon les normes, puis de façon sécuritaire. Donc, s'assurer de faire un encadrement de ces équipes qui sont évidemment déployées dans des mines qui font plusieurs kilomètres là, sous terre, par exemple. Alors, le défi étant, bien, réussir à faire cette tournée-là va évidemment dépendre du temps pour lequel le superviseur réussit à descendre dans la mine, le temps de déplacement dans l'ensemble des couloirs de la mine pour pouvoir se rendre, en sachant qu'il faut composer avec beaucoup de trafic à l'intérieur de ces voies de circulation,
Évidemment, le temps pour se rendre d'une place de travail à l'autre va dépendre du nombre de travailleurs qu'il a à superviser. Et vous comprendrez bien que quand il est aussi avec une équipe qui compte plusieurs employés peu expérimentés, il va être porté à essayer vraiment de pouvoir aller les rencontrer, les voir pour pouvoir les superviser. Et donc, dans plusieurs cas, tout en essayant d'organiser cette tournée, il va aussi répondre à des urgences, devoir, par exemple, livrer du matériel à temps sur certains postes de travail, répondre à des demandes d'information, ce qui fait en sorte que très souvent, la matinée se passe et on n'a pas eu le temps de faire la tournée des équipes. Alors, vous voyez tout le défi, particulièrement pour des superviseurs qui ont à offrir du soutien et de l'encadrement à des travailleurs nouvellement intégrés qui sont répartis un peu partout dans la mine et de se retrouver dans une incapacité de pouvoir aller vers eux et de pouvoir les seconder un peu dans la mise en œuvre de procédures sécuritaires de travail. Ça fait partie de leur quotidien. Ce qu'on a pu tirer de ces entretiens, c'est qu'effectivement, les superviseurs ont à composer avec de très longues heures de travail, une surcharge de travail, et dans ce contexte, certains disent craindre de se faire poursuivre aux criminels compte tenu de l'ensemble des responsabilités qui leur incombent. Certains parlent beaucoup de vivre du stress en occupant ce poste, et toutes les personnes à qui on a parlé en entretien étaient d'accord sur le fait qu'il fallait vraiment essayer de revoir les conditions d'exercice des superviseurs dans le secteur des mines. Qu'en est-il maintenant des représentants des travailleurs quant à la prise en charge de la santé-sécurité? Alors, ces représentants des travailleurs vont eux aussi cumuler une foule de tâches variées pour leur permettre de jouer leur rôle. Donc, ils vont, par exemple, réceptionner les demandes, les plaintes qui sont formulées par les travailleurs. Ils assurent les inspections périodiques des stations de travail, ils participent aux enquêtes accidents. Ils vont accompagner les inspecteurs de la CNESST dans les tournées, participent évidemment à de nombreux comités, dont le comité de santé-sécurité, vont participer ou être interpellés aussi dans l'élaboration des procédures sécuritaires de travail. Plusieurs vont nous dire qu'ils vont effectivement recenser les problèmes exprimés par les travailleurs, certains d'entre eux craignant de passer pour plaignards s'ils font remonter ce genre de demandes directement à leur superviseur. Dans ce cas-là, les représentants des travailleurs peuvent, dans certains cas, essayer de filtrer ces demandes-là avant de les transmettre aux superviseurs. Mais dans certains cas, ils vont effectivement rentrer en contact directement avec les superviseurs généraux. Ce sont les superviseurs qui encadrent les superviseurs sur le terrain pour pouvoir accélérer le traitement de certaines demandes ou même aller avoir un accès direct auprès des surintendants pour régler un problème immédiatement. Ils nous disent aussi encourager beaucoup les superviseurs qui portent une attention aux problèmes de santé et sécurité, mais qui peuvent effectivement se retrouver dans certains cas dans des relations assez tendues, où ils ont l'impression qu'ils jouent un rôle de police envers des surintendants, des superviseurs qui, de leur point de vue, prendraient moins peut-être en charge la santé et sécurité et présenteraient moins d'écoute par rapport aux problèmes qui sont formulés par les travailleurs. De leur côté aussi, ils considèrent qu'il est très, très important d'avoir du temps pour pouvoir être sur le terrain et ils ressentent aussi le poids de leurs responsabilités en matière de santé et sécurité, particulièrement quand il se produit un accident grave dans la mine. Alors, toutes les personnes qu'on a rencontrées en entrevue, qu'on a retenues, en fait, ce sont des gens qui sont effectivement engagés d'une manière ou d'une autre là, dans la prise en charge quotidienne de la santé et sécurité. Et je vous dirais que toutes ces personnes-là sont préoccupés par la prévention des accidents de travail. Cependant, on a pu identifier à travers leurs témoignages des conditions qui peuvent influencer l'exercice de leur rôle sur le terrain. Une première de ces conditions était, certains nous parlaient de la coexistence de plusieurs cultures de santé et sécurité au sein d'un même site, qui faisait en sorte que ça pouvait nuire un peu à la cohérence d'ensemble des actions en matière de prévention. D'autres se questionnaient pourquoi, dans l'organigramme de la mine, les porteurs responsables de la santé et sécurité ne se retrouvaient pas dans les comités de la haute direction au même niveau que les directeurs, par exemple, des opérations. D'autres considéraient qu'on sous-estimait souvent l'expertise nécessaire pour occuper un poste de conseiller en santé et sécurité ou de coordonnateur en santé et sécurité, en associant souvent le fait de faire de la santé et sécurité comme étant c'est du gros bon sens à la santé et sécurité. Donc, considérant que finalement, un peu tout le monde peut occuper ce genre de fonction-là dans la mine. Les questions de temps consacré et moyens pour faire de la prévention, s'occuper de santé et sécurité sont revenues de façon incessante dans les entrevues.
Un surintendant, par exemple, nous disant « Tu implantes des nouveaux dossiers, mais tu n'as pas le temps toujours de mettre comme il faut les nouvelles procédures en place. » Puis les communiquer, ça fait énormément à faire. Donc, c'est là que des fois, ça me tracasse un peu. Dans le rapport de recherche, on décrit simplement tout le processus, tout ce qu'il faut faire quand on veut simplement réviser une procédure de travail, puis que ça arrive au bout de la ligne aux travailleurs concernés. C'est d'une complexité dans une mine. Si ça vous intéresse, vous irez voir ça dans le rapport. Puis, un surintendant qui nous disait, on est submergé de problématiques qui nous amènent à être très réactifs, finalement. Certaines personnes des équipes de santé et sécurité nous disaient aussi pas toujours être impliquées dans les projets de développement de la mine. Et un cadre en santé et sécurité manifestait cela de cette façon, tandis qu'en prévention, on se bat comme des malades. Il y a des concepteurs en haut quelque part qui dessinent et qui ne consultent pas. Et ça, c'était vraiment une frustration pour les gens qui s'occupaient de santé et sécurité sur le terrain. Et certains paradoxes aussi qu'on pouvait voir dans les milieux, comme par exemple le fait de participer à des réunions en santé et sécurité empiétait directement sur le bonus des travailleurs parce que être en réunion, tu n'es pas payé. Ton bonus, en fait, est moins élevé compte tenu que ton bonus est calculé si tu es en production. Alors, c'est un peu paradoxal quand on veut effectivement développer une culture de la prévention dans l'entreprise. Et d'autres paradoxes du type, on essaie de structurer la prise en charge de la santé et sécurité à l'intérieur en déployant des systèmes de gestion de la SST. Ces systèmes vont demander de documenter plusieurs indicateurs. Les gens nous disent que ça génère beaucoup de paperasse et un cadre en SST qui nous disait beaucoup de paperasse, c'est ça qui nous enterre. Donc, quand on parlait d'une lourdeur sur le travail administratif et bureaucratique qui prenait peut-être le dessus sur la possibilité de la présence sur le terrain, ça a été nommé plusieurs fois dans les entretiens que nous avons analysés. Alors, la conclusion qu'on peut tirer encore une fois de cette deuxième étude, c'est que les mines qui ont participé à l'étude sont vraiment en constante évolution. On voyait un souci présent d'essayer de se retrouver dans un processus d'amélioration continue un peu de la prise en charge de la santé-sécurité. Plusieurs personnes sont très investies en matière de santé-sécurité et comprennent le lien important entre la santé-sécurité et réussir une intégration sécuritaire au métier. Souvent, on met de l'avant que le cadre temporel et les défis à atteindre les objectifs à atteindre posent vraiment des défis. Et ce qui nous a aussi surpris, qu'on a développé un peu plus dans le rapport de recherche, c'est que beaucoup de personnes très investies en santé et sécurité peuvent se retrouver dans des conditions qui fragilisent en fait leur santé même. Donc, certains acteurs clés de la santé et sécurité démontraient des symptômes un peu de fatigue là, qui nous a préoccupés un peu comme équipe de recherche. Alors, à partir de ces deux constats-là, bien, on a travaillé maintenant avec les conseillers en valorisation et certains sites miniers au développement d'un outil de valorisation. Alors, je vais passer très rapidement au travers l'outil d'autodiagnostic qui a été élaboré avec la contribution importante de Linda Savoie et Charles Gagné, ici de l'IRSST, mais aussi avec le soutien et le financement de l'APSM, CSMO Mines et l'IRSST. Alors, ce qu'on visait, c'est qu'on voulait permettre aux entreprises minières de faire le bilan des conditions qui favorisaient l'intégration sécuritaire des nouveaux travailleurs et de cibler des priorités d'action dans une perspective d'amélioration continue. Et on propose donc une démarche en 5 phases. La première étant de former un comité avec du personnel des ressources humaines, des opérations, santé, sécurité, formation et des travailleurs. Ce comité va d'abord se pencher pour choisir le poste sur lequel ils veulent faire ce bilan et aussi sur quels sont leurs objectifs d'intégration, parce que pour pouvoir se fixer des priorités d'action, on va pouvoir voir ce que nous dit notre bilan et puis faire des choix en conséquence. Le cœur de cet outil-là, c'est des grilles qui permettent la collecte de données. On a 5 grilles qui portent sur chacune des 5 étapes du processus d'intégration que je vous ai présenté tout à l'heure à l'aide de l'exemple. Mais on a aussi 6 grilles qui portent sur les principaux acteurs de l'intégration, qui sont les formateurs, les compagnons, superviseurs, équipes de travail, équipes santé-sécurité et représentants des travailleurs. Chaque grille est faite avec la même structure, c'est-à-dire qu'il y a un petit pictogramme qui identifie l'étape ou l'acteur. Ensuite, il y a un résumé de comment se fait cette étape ou quel est le rôle de l'acteur. Et ça, c'est basé sur les observations qu'on a faites dans les mines.
il y a un constat soit sur une condition qui est favorable ou moins favorable pour alimenter les réflexions. Et puis après, il y a toute une liste de questions auxquelles le comité devra répondre. Compilation des résultats et synthèse. Donc ici, on fait le focus sur des énoncés qui se trouvent sur la fiche pour l'étape de formation à la tâche. En fait, c'est sur les conditions qui sont considérées à l'intérieur de l'intégration. Donc, est-ce qu'on voit les conditions climatiques, les différents types de véhicules? Est-ce qu'on voit les conditions d'opération de jour, de nuit, etc.? Et le comité va devoir se prononcer dans quelle mesure ça c'est considéré à l'intérieur de leur processus d'intégration. Jamais, quelquefois ou presque toujours. Alors, ils vont remplir la grille comme ça en répondant pour chacun des énoncés. Et à la fin de la grille, bien, il y a un endroit pour pouvoir faire la compilation des résultats. Et aussi une section qui est réservée pour faire une synthèse, toujours en réflexion avec les objectifs qu'on poursuit, et puis quelles seraient nos priorités pour l'amélioration continue. Quand les 11 grilles sont complétées, il y a aussi une fiche qui permet de faire la compilation générale. Cette compilation peut être faite automatiquement si vous avez utilisé le formulaire PDF interactif qui est disponible, et sinon, bien, vous le faites à la main. Et on a aussi une liste de questions qui permet de retourner sur les objectifs pour établir vos priorités d'action. Les grilles n'apparaissent pas ici, mais il y a aussi des grilles qui permettent de formuler votre plan d'action. On a également produit un document qui se trouve être un exemple de l'intégration à un poste de conducteur, d'opérateur de camion dans une mine à ciel ouvert. Et ça, c'est dans le but de rendre un petit peu plus concret ce qu'on a mis dans le document d'autodiagnostic. Donc, on va voir, comme en suivant une histoire, quelles sont les étapes que va vivre notre nouveau travailleur et aussi comment les différents acteurs vont intervenir pour pouvoir procéder à l'intégration. Nos outils sont disponibles en ligne, en version française et anglaise, sur le site de l'IRSST. Et c'est ce qui conclut nos présentations, mais on désire remercier vraiment chaleureusement tout le personnel des mines, les cadres représentants des travailleurs, les travailleurs, aussi les membres du comité de suivi, les organismes subventionnaires qui ont permis la réalisation de ces études et aussi de ces outils de valorisation. Puis merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui.